C'est comme ça qu'on fait les fichiers combattants. D'ailleurs, vous, les fichiers combattants, c'est la vidéo. Les élections en République démocratique du Congo, nous approchons bien sûr, et parmi les 21 candidats, et aujourd'hui, sur place à Bruxelles, nous venons pour discuter à cette conférence de presse avec le candidat M. Francis Vemba. Je pense bien que la République démocratique du Congo est en train bien sûr de débuter déjà cette campagne avec nos candidats, et nous espérons qu'avec la jeunesse, nous espérons qu'avec tous ces candidats, il y aura un seul que le peuple doit élire. Et aujourd'hui, on est là à Bruxelles pour parler avec M. Francis. Alors restez connectés avec cette grande équipe qui aujourd'hui nous allons prendre notre temps de l'écouter et de poser aussi nos questions pour avoir une réponse. Alors restez toujours connectés avec le prof de la presse d'Azoflex, qui est toujours là pour vous informer, pour vous former et pour vous divertir. On se retrouve après et on va voir qu'est-ce que ça va donner. A tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour votre présence. Donc cette conférence de presse, c'était pour pouvoir me présenter devant vous, vu que je me fais tellement rare sur les réseaux sociaux et à la presse. C'est aussi l'occasion pour que chacun puisse aussi me poser des questions pour cette aventure que je projette de commencer dès demain et les motivations de cette aventure. Donc c'est une bonne chose que nous soyons tous ici réunis. Et le plaisir pour moi, c'était de servir le Congo. Le Congo est un pays où il y a tout, mais on vit mal. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Et nous, la génération qu'on a eu la chance d'étudier en Europe, on doit tous penser à repartir au pays pour pouvoir aider nos frères, nos sœurs, nos mères. Avec Internet, chacun peut suivre à peu près ce qui se passe au Congo. Chacun a son idée et tout le monde ne peut pas avoir la même chance de pouvoir servir le pays. Donc le plus important, c'est de voir la même vision. Je ne cesse de répéter, il ne faut pas voir Francis Vemba, il ne faut pas voir mon profil, il faut voir ma vision. Un homme demain peut changer, mais il faut qu'on arrive tous à suivre la même vision. Et la vision que j'ai pour le Congo, c'est que c'est un Congo meilleur, un Congo prospère, un Congo qui travaille et des Congolais qui savent exactement comment prendre soin des autres Congolais. C'est ça notre vrai problème à nous les Congolais. Donc je suis là. Si vous avez des questions, posez-moi. Vous disiez incarner le renouveau
par votre âge, vous êtes jeune, apporter un sang nouveau. Je voulais savoir quelle est votre différence avec le président actuel Joseph Kabila, qui, il faut le dire, est entré au pouvoir à l'âge de 31 ans. Donc je parie qu'à l'âge de 31 ans, beaucoup pensaient qu'il allait apporter un sang nouveau dans le sphère politique congolais. Quelle est la différence de vous et de Joseph Kabila? Parce que vous avez 36 ans aujourd'hui, Joseph en avait 31 ans quand il est rentré. Est-ce que c'est seulement l'âge qui peut influencer qu'il y ait un sang nouveau dans le sphère politique ou c'est d'autres choses? Merci. Cher frère, l'âge n'est qu'un chiffre. Ok? Il y a un proverbe qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». À 31 ans, le président Kabila est arrivé. Comment? Dans quelles conditions? Moi, j'arrive à 36 ans dans la politique. Qu'est-ce que la politique va m'apporter à moi, personnellement, en tant que Francis Vimba, si ce n'est l'envie de changer les Congolais? On a tous grandi ici en Europe, n'est-ce pas? Chacun connaît les conditions de vie de l'Europe. Okay? Avant de rentrer dans la politique, je me suis d'abord accompli en tant qu'homme d'affaires et en tant que père de famille. Okay? Lorsque je rentre en politique, c'est vraiment parce que j'ai envie. Je vais vous faire une confidence. Au Stock Exchange de New York, il n'y a pas une seule structure congolaise qui figure. Okay? Or qu'au Congo, il y a de l'or, du diamant, du cobalt, du coltan. Mais le Congo n'y figure nulle part. Est-ce que c'est normal? Pourquoi c'est pas normal? Moi, je rentre en politique pour que lorsque j'arrive dans des structures comme le Stock Exchange, je vois du Congo partout. Il faut qu'on arrive à retrouver notre fierté. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que nous sommes Congolais, tout le monde se moque de nous. C'est pour ça que je rentre en politique. C'est pour pouvoir être fier d'être Congolais. Le président Kabila, il a fait sa politique, c'est sa politique. Aujourd'hui, il ne faut plus regarder le passé, on doit regarder l'avenir. Mon projet est porté sur l'avenir. Le passé, il faut laisser ça à nos aînés. Les conflits, il faut leur laisser. Ils sont tellement doués pour les conflits qu'on ne va pas gagner face à eux dans les conflits. Nous, on doit apporter du nouveau. Quand j'ai du nouveau, c'est une nouvelle vision, une envie, et offrir à la future génération des opportunités. Opportunités de quoi? D'étudier, de se soigner et d'espérer. Pourquoi aujourd'hui la jeunesse congolaise, le rêve, il y a même des personnes qui jeûnent pour pouvoir obtenir un visa. Mais il y a quoi en Europe ici? Au Congo, si on était vraiment structuré, pensez-vous vraiment que la population congolaise rêverait même de venir en Europe? Pour faire quoi en Europe? Pour aller à la plage, on a Mwanda. Pour aller faire du ski, on a le mont Stanley, juste en face de l'Ouganda. Combien de Congolais savent qu'on peut faire du ski au Congo? Vous le savez? Est-ce que vous le savez qu'on peut faire du ski? Ah, mais vous êtes journaliste, comment vous ne savez pas? Non. Je sais qu'il y a des semblants de neige dans le mont là-bas, mais pour faire du ski... Alors il faut regarder sur Google. Voilà. Il y a le mont Stanley, il y a plus de 5000 mètres d'altitude en face de l'Ouganda. Et on peut faire du ski. Si on était structuré, on aurait pu offrir à notre jeunesse des vacances de neige. Mais qui est au courant de ça? Si vraiment vous voulez venir en Europe pour le froid, il y a du froid aussi au Congo, n'est-ce pas? Hein, cher frère? Oui, il reste. Alors, le plus important, pour développer le Congo, il faut connaître le Congo. Lorsqu'on connaît le Congo, il faut aimer le Congo. Et lorsqu'on aime le Congo, on peut pouvoir espérer changer le Congo, n'est-ce pas? Donc j'ai répondu à votre question. Médiation, échange et développement. Je voulais savoir, enfin j'ai quelques questions en une question. Quel est votre programme? Avec quelle structure comptez-vous travailler? Que pensez-vous de l'opposition actuelle? Et surtout, quel est votre... Comment voyez-vous l'avenir? Comment pensez-vous travailler, développer le travail au Congo? Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Soyez à l'aise, soyez à l'aise. Non, je suis à l'aise. J'ai fait un AVC et j'ai difficile à parler. Vous parlez de vacances
pour les Congolais, je pense qu'ils ont autre chose à faire et l'avenir est autre que de passer les vacances sur le mont. Voilà, et vraiment, que pensez-vous de l'opposition? Quel est votre programme? On vous a un peu entendu dans la presse, mais on n'a pas entendu vraiment votre programme. Comment comptez-vous le développer? Relié avec l'opposition, est-ce que l'opposition fait partie du programme? Pourquoi vous parlez de l'opposition et pas aussi de la majorité? L'opposition, c'est quoi exactement? Le problème de la politique congolaise, vous adorez toujours l'association des marques. La politique congolaise n'est pas forcément l'opposition ou la majorité, n'est-ce pas? La politique congolaise, c'est d'abord pour servir les Congolais. Il ne faut pas me parler de l'opposition, après vous me parlez de mon programme. Le programme, c'est quoi? Pour développer un pays, personne n'ira investir dans un pays où il règne l'insécurité totale. Il faut d'abord créer une certaine sécurité, n'est-ce pas? Une fois que les 9 frontières seront sécurisées, là on pourra faire appel à de capitaux étrangers pour pouvoir commencer à industrialiser le pays. Vous pouvez venir investir des grosses sommes au Congo, à l'heure actuelle, avec votre opposition que vous m'avez citée? Mais alors, pourquoi parler d'opposition? Il faut parler du Congo. Il ne faut pas venir avec toujours l'idée de dire opposition, majorité, et les noms. Mais c'est quoi les noms? Encore les associations de marque. Donc ça veut dire que quand je rentre en politique, je dois absolument dire, voilà, je suis dans l'opposition. Je suis dans la majorité. Je suis avec telle personne, je suis avec telle personne. Non. Aujourd'hui, le Congo, on ne parle pas de vacances. Aujourd'hui, un Congolais, savez-vous réellement ce que veut un Congolais? Il rêve de manger, de se soigner et d'être scolarisé. Un Congolais, le matin, il se lève. Vous savez ce qu'il fait un père de famille? Il va emprunter du pain, 200 francs. Il sort dehors pour espérer revenir et pouvoir rembourser les 200 francs pour le pain pour ses enfants. Combien de pères de famille veulent juste que leurs enfants puissent aller à l'école? Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Dans un pays aussi riche en ressources naturelles, mais dans la vraie vie, tout le monde est pauvre, et les prix sont excessifs. Les gens souffrent déjà pour pouvoir éduquer leurs enfants. N'est-ce pas? Donc, dans le programme aujourd'hui, on doit d'abord se cibler d'abord par la sécurité et donc sécuriser les 9 frontières. Okay? Une fois que la sécurité sera établie, on va faire appel à des capitaux étrangers afin d'industrialiser. En industrialisant ce pays-là, on peut créer des emplois de masse. Et là, on pourrait quand même commencer à changer pas mal de pays, pas mal de personnes au Congo. Bilal Tabou, moi j'avais 2 questions en fait. C'est par rapport à la corruption, que comptez-vous faire? Et derrière se cache l'impunité. Et le 2, c'est par rapport à l'assistanat social. Pour tout Congolais, presque comme au Rwanda. Voilà. C'est comment votre prénom déjà? Bilal. Moi j'aime cette question. La corruption au Congo, c'est la motivation qui a fait que je rentre en politique. Lorsqu'on fait des affaires en Afrique, notamment au Congo, tout passe par la corruption. Impuni. C'est un système qui est... C'est un système qui est impuni. C'est pas grave. C'est un système qui est impuni. Il faut absolument créer il faut lutter contre la corruption. La corruption, vous êtes Congolais? Alors pourquoi parler du Rwanda? J'ai donné l'exemple comme finalement le Rwanda. Non. Il ne faut pas parler du Rwanda. Ici, on est au Congo et il faut arrêter à chaque fois de nous associer avec le Rwanda. Le Congo a 9 pays autour. Pourquoi toujours on parle de ce pays? Aujourd'hui, on s'occupe du Congo. Le Rwanda s'occupe du Rwanda. Nous, on parle que du Congo. À chaque fois, partout où je pars, tout le temps, on me parle du Rwanda. Nous, on est là pour le Congo. Le Congo, la corruption est partout. Il faut lutter contre cette corruption. Elle est impunie parce que le système fait que
c'est impuni. Mais si demain, on peut changer, il faut changer. Corruption, c'est un bien grand mot. Oui, dans mon programme, je vais lutter contre la corruption. C'est ça qui m'a motivé à rentrer en politique. Lorsqu'on arrive pour avoir un simple document, il faut payer. Même des documents officiels du pays, il faut payer. La corruption est partout, même pour un simple document. Il y a la corruption. Merci. Et ma question par rapport à ça, et quels sont les atouts que vous avez pour être le meilleur de tous ceux qui se présenteront? Ma deuxième question, qui est pratiquement liée à la première, dans la structure donc, des institutions de notre pays, il faut avoir la majorité au Parlement. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour avoir la majorité au Parlement? Et enfin, au cas où vous n'aviez pas cette majorité-là, vous êtes élu, mais vous n'avez pas la majorité parlementaire, comment procéderez-vous pour gérer le pays? Merci. Il faut être meilleur que les autres pour être élu. Pour être meilleur, il faut déjà présenter un très bon profil qui colle avec l'électorat. Aujourd'hui, nous rentrons dans une phase politique où toutes les personnes qui suivent à peu près la politique savent qu'aujourd'hui, au Congo, les personnes ne regardent même plus majorité, opposition. Ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent quelqu'un qui puisse venir les rassurer et leur montrer qu'avec cette personne-là, ça sera différent. Lorsqu'on est Congolais aujourd'hui, avant de rentrer en politique, je regardais tout le monde. J'ai même traîné avant de rentrer en politique. Ça fait 10 ans que je suis au Congo. Je parle avec pas mal de personnes de la politique congolaise. Je vois exactement comment ils réagissent, comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, pour être meilleur que les autres, il faut proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont jamais encore entendu. Il faut créer et susciter un espoir chez les électeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un pays de plus de 85 millions d'habitants, avec 70% de moins de 30 ans. Cette génération-là, cette jeunesse-là, ils vont plus se voir à un candidat qui les ressemble, qui peut les comprendre, et qui vont plus avoir confiance à un jeune qu'à toute cette classe politique qui ont déjà eu leur chance de nous gouverner depuis notre indépendance. Donc aujourd'hui, pour être meilleur, il faut juste être différent. Tout simplement. Oui, la deuxième question, c'est par rapport à la majorité parlementaire. Par rapport à la majorité parlementaire, j'ai eu l'intelligence de pouvoir financer quelques députés aussi. Bon, on verra s'ils vont passer. Donc on espère aussi avoir pas mal de députés élus. Un minimum, un plafond? Le plafond, Dieu seul sait combien de toutes les personnes que j'ai pu mettre en coulisses. Merci. Il y a d'autres questions? J'aimerais savoir plus, vous avez parlé de la corruption et tout ça. Quelle est votre question précisément? Qu'est-ce que vous avez apporté en plus au Congo? Donc voilà, si vous pouvez vous présenter un peu. Je vais me présenter. Votre projet, s'il vous plaît. Pardon. Et aussi, je suis curieuse de savoir un peu votre avis concernant les églises de réveil qui pullulent le Congo. Les églises de réveil qui pullulent le Congo, quel est votre avis là-dessus? Si je peux me permettre. Merci beaucoup. On vient d'une famille où je suis né à Kinshasa. Et j'ai grandi à Kalembele, mais vous connaissez un peu? À Lingwala. À Lingwala. Je suis resté 5 ans à Lingwala. Je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. Je suis arrivé dans un quartier assez difficile où il fallait comprendre rapidement qu'il ne fallait rien attendre de la vie, mais il fallait tout arracher à la vie. Donc il y avait plusieurs choix. Soit on se laisse aller et suivre le troupeau, ça veut dire voler, braquer, faire des bêtises. Mais moi j'avais une chance d'avoir une mère qui m'a sorti de Kinshasa
Et à chaque fois, elle ne cessait de me dire, toi, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce qu'elle m'a élevé seule. Elle m'a dit, voilà, depuis que tu es venu au monde, j'ai tout misé sur toi. Tu dois aller à l'école, tu dois devenir quelqu'un et repartir au Congo. Donc, j'ai déjà grandi avec une personne qui était trop derrière moi. Au bout d'un moment, je me suis dit, quoi, je ne suis pas ton fils ou quoi? À chaque fois, tu es toujours derrière moi, tu me connes comment? Mais en fait, j'ai compris qu'elle voulait absolument que je sois différent des autres. Elle ne voulait pas que je prenne les mêmes chemins que les autres. Donc, j'étais obligé d'apprendre à travailler tôt. Quand j'ai commencé à avoir l'âge de travailler, j'ai commencé à travailler comme tout le monde, hein, comme tous les jeunes en Europe. Hein, on a tous fait le même travail. Hein. Manutention, porter des cartons. Donc, je ne sors pas d'une autre planète. Je portais des cartons. Mais lorsque j'allais porter des cartons, je me suis dit, mais pourquoi je porte les cartons pour quelqu'un alors que je peux moi-même créer ma société pour porter des cartons? Donc j'ai créé ma première société, j'avais 23 ans. J'ai commencé à porter des cartons pendant 3 ans. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, il faut changer un peu de niveau. Et j'ai décidé de faire l'aventure africaine, découvrir un peu le Congo. J'arrive au Congo, je regarde un peu les opportunités. Et tout le monde sait, quand on va créer une société au Congo, s'il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Donc il fallait revenir en Europe, capitaliser, trouver des partenaires pour pouvoir repartir fort. Mais les partenaires que j'avais réussi à m'entourer ne s'intéressaient pas forcément au Congo. Donc on a commencé sur d'autres pays, le Burkina, le Cameroun, le Burundi, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et à la fin, je suis revenu au Congo pour pouvoir m'y installer, travailler et développer. Et lorsque j'ai commencé à m'installer au Congo, j'ai commencé à voir comment fonctionne le Congo. Et j'ai commencé à apporter mon savoir-faire. Dans le domaine que je maîtrisais le plus, c'était le mining. Après, j'ai commencé ma fondation pour pouvoir aider quelques populations que je pouvais rencontrer lors de mes travaux dans les provinces. Et de ma fondation, de fil en aiguille, j'ai commencé à rentrer dans la sphère politique et commencer à côtoyer pas mal de personnes. Et j'ai désiré créer mon propre parti parce que je ne voulais pas non plus adhérer à des partis, parce que lorsqu'on adhère à un parti, on adhère aussi à cet état d'esprit-là. Donc je voulais quelque chose de nouveau et je voulais créer quelque chose de nouveau, comme j'ai toujours l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, c'est encore l'envie de créer une nouvelle aventure et avancer. Et c'est la corruption qui a fait que j'ai voulu aussi rentrer en politique. Pour obtenir un simple document, il faut payer. Voilà. Merci. Mais l'église de réveil, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes... c'est le Congo. Le Congo, je n'ai jamais vu un peuple qui prie plus que le Congo. Et j'ai voyagé en Afrique, mais le Congo, il aime prier. Donc s'il se retrouve là, s'il est heureux, le plus important, c'est que chacun puisse trouver ce qu'il recherche. Après, lorsqu'il s'agit de Dieu, après, il faut laisser les gens piloter leur envie religieuse. Vous n'avez pas compris ma question, mais c'est pas grave. Non, parce que c'est... c'est personnel. C'est, comment dirais-je, c'est l'église de réveil. Oui, c'est... Chacun fait son choix. Il y en a trop. Il y en a. Ça se suit dans 3-4 rues. Il y en a. Enfin, le vieux, c'est comme il y en a 3-4. C'est fort. Après... Peut-être qu'on passe cette question parce qu'on n'a pas de temps. Oui, après la partie. Merci. Merci à vous. Ok, merci d'être là. Contrairement à mademoiselle, moi j'ai essayé de sculpter un peu votre parcours, pas suffisamment. C'est ce qui m'a permis de venir ici. Autrement, ça ne servirait à rien. Parce que vous dites que vous voulez faire une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, je crois que vous l'avez déjà dit, elle n'est pas due à l'âge. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement 36 ans, 31 ans. On a un exemple de celui qui est venu à 30 ans plus jeune que vous et qui n'a rien fait. Et donc la jeunesse doit être aussi un état d'esprit. La jeunesse doit être un renouvellement. Donc le fait que ceux qui ont été là, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, ils n'ont rien fait, quelqu'un peut venir, je veux dire entre guillemets à 80 ans, avec de nouvelles idées. Je pense que vous portez de nouvelles idées. Ce qui m'a intéressé en plus chez vous, c'est parce que vous venez, je vais dire du néant, vous venez de dire vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assis sur une mine d'or ou un héritage, vous êtes un self-made man. Et ça, c'est un élément qui m'a poussé à venir ici pour vous entendre. Parce que je suis un des porteurs de jeunesse, de la jeunesse qui voudrait voir la jeunesse, surtout la jeunesse en esprit, pouvoir apporter le meilleur pour ce pays-là, qui vraiment en demande et en a bien besoin. J'ai une petite question, ou deux petites. La première, j'ai suivi une de vos interviews sur c'était quelque chose comme ça, où vous dites, je vous lis in extenso.
Pour développer le Congo, enfin, de demain, il faut une fédération des forces, des personnalités, des ressources humaines dont dispose notre pays, tant de l'opposition que de la majorité, autour d'un projet commun centré sur le relèvement de la nation congolaise et susceptible de sortir la RDC du gouffre dans lequel cette nation est plongée depuis 2 décennies. C'est ce que vous dites. Mais j'ai un a priori. Parce que quelque part vous dites, vous ne voulez pas de fraction, vous l'avez dit même tout à l'heure, opposition et majorité. Mais au constat de la catastrophe dans laquelle cette majorité au pouvoir a mis le Congo, comment voudriez-vous prendre cette majorité pour qu'elle nous accompagne dans votre projet novateur? Parce que vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a la corruption. Et la corruption, c'est une gangrène qui est créée, installée, voulue expressément par la majorité en place. Un exemple concret. Il y a quelqu'un qui doit lutter contre, je ne sais pas moi comment on les appelle, contre la corruption. Ce gars sort, il dit par exemple, Cheikh Fita a volé, il montre les exemples, ils sont là. Excuse-moi, Cheikh Fita. Il montre les exemples, ils sont là, il a volé 15 millions. Il dépose son réquisitoire quelque part ou à la justice, mais ce gars reste en poste, n'est-ce pas? On ne fait rien, on ne le poursuit pas, il voyage tous les jours, et celui-là même qui a porté, c'est-à-dire celui à qui revient ce rôle, qui a dit ça, ne dit rien, il ne revendique pas. Alors, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec ces idées novatrices, vous arrivez dans ce milieu pourri plutôt, et vous dites, moi Francis Vimba, je vais changer le Congo. On va vous laisser changer le Congo? Je ne crois pas. Vous aurez une balle dans la tête. C'est ce que je pense. De deux, vous êtes du milieu minier. C'est ce que j'ai vu. Vous ne l'avez pas dit, mais moi j'ai vu un petit peu dans votre parcours. Il n'y a pas longtemps, de 2, 3, 4 mois, le président Kabila a changé le code minier. Bon, par rapport, vous êtes mieux calé que moi, hein, donc je n'aurai pas les éléments parce que je ne suis pas technicien. Il a changé, il y a une cotation, il y a 2 pourcentages qui devaient être payés. Les miniers se sont quasi révoltés, parce que vous êtes dans le milieu, vous savez ce qui s'est passé. Quand ils ont fait la réunion, ils n'étaient pas d'accord. Et maintenant, quand on regarde en rétrospective, on se rend compte, parce qu'il y aura une question qui posera, qui abordera ce sujet, on se rend compte que Genève à Warwick était conditionnée par les miniers dont vous êtes membre. Qu'est-ce que vous en dites? Mes 2 questions, j'en ai beaucoup, mais je ne saurais pas toutes les poser. Et je vous félicite déjà par ce courage que vous avez eu à venir affronter la jeunesse congolaise ici, de la diaspora à Bruxelles. Merci. De questions. Lorsqu'on représente un vin nouveau, on ne peut être mélangé avec un vin ancien, n'est-ce pas? Lorsque je dis il faut être tous ensemble, c'était dans un état d'esprit où plusieurs personnes me demandent de choisir un camp. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est mon pays, c'est mon peuple. Parce que je connais exactement quel état d'esprit la majorité et l'opposition a. Si aujourd'hui je suis rentré dans la politique, c'est parce que j'ai trop vu agir la majorité. Donc, qui dit majorité, c'est toutes les personnes au pouvoir, sans nommer de nom. Ces personnes-là, ils ont oublié que lorsqu'on est dans le gouvernement d'un pays, on est là pour servir ce pays, et non se servir de ce pays à des fins personnelles. Vous avez dit des personnes détournent 15 millions, 10 millions, il y a l'impunité totale. Ça, c'est des faits. Lorsqu'on arrive avec de nouvelles idées, sincèrement, on ne peut pas travailler avec les mêmes personnes. Il faut, soit on change tout, ou soit on laisse tout. N'est-ce pas? On ne peut pas mélanger. Maintenant, lorsqu'on parlait de cet article, c'était par rapport, il y avait d'autres questions, après le journaliste il a mélangé un peu, c'était par rapport, il voulait absolument me pousser à dire, voilà, toi tu es avec l'opposition, vous connaissez? J'ai dit non, moi, je suis là pour... il ne faut pas venir avec un état d'esprit de diviser, mais il faut venir avec un état d'esprit qui rassemble. Nous sommes tous fils et filles du Congo. Le Congo aujourd'hui est dans un état où il a besoin de tout le monde. Il y a un politicien qui m'a dit, si tu veux gouverner le Congo, sache que tu vas gouverner sur des méchants, des assassins, des violeurs, des sorciers, hein, des pasteurs,
toutes ces personnes-là. Donc, le Congo a besoin de tout le monde. Et maintenant, chacun doit être à sa place. Ceux qui ont volé le Congo, il faut les mettre de côté. Pour pouvoir donner la chance à des personnes qui veulent relever le Congo, changer le Congo, améliorer le Congo. C'est ces personnes-là que je veux m'entourer pour pouvoir mener à bien mon projet politique. Après, malheureusement, le Congo, quand on parle du Congo, on parle toujours du minier. On oublie que le Congo a été fertile. Le Congo, on oublie qu'il y a le lac Tanganyika avec le fleuve Congo, qu'il y a des poissons qui meurent de vieillesse. On n'industrialise pas le poisson. Or qu'on peut arriver avec ça, à arriver à une autosuffisance dans les prochaines années. Ça enrichit certains. Ça enrichit, oui. Parce qu'il y a un système qui fait qu'on préfère importer des choses, or qu'on peut nous-mêmes les produire. Et ça manque à gagner. Et c'est dommage que tout le temps qu'on parle du Congo, on parle toujours des minerais et on ne parle pas des autres richesses du Congo. Une des richesses du Congo, c'est la population congolaise est une richesse. 85 millions de personnes, elle est là la réelle richesse du Congo. Ce n'est pas le sous-sol du Congo, mais c'est le Congolais qui est riche en lui-même. Donc si tous ces Congolais décident de travailler, ils veulent. Maintenant, c'est à nous de leur donner la possibilité de travailler. Ça va? Ça va. Merci. Vous avez la gesticulation de l'homme politique. Merci. Et depuis votre on vous entend parler depuis tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez commencé à travailler à l'âge de 23 ans. Votre parcours scolaire. Parce que ce qui a tué le combat actuellement, nous avons eu un président qui vient de nulle part. Et le niveau scolaire était très bas. Est-ce que vous pouvez me répondre? J'étais à l'école. Donc, j'ai eu un parcours dans le domaine génie électrotechnique. À l'école, j'avais un papa qui était prof de mathématiques, donc j'étais obligé de manger les mathématiques du matin au soir, donc je me suis spécialisé dans tout ce qui était physique appliquée. Donc, j'avais de 8h à midi, de 14h à 18h, que des maths dans le génie électrotechnique, STI à l'époque. Ensuite, j'ai changé de domaine, j'ai commencé à faire la gestion d'entreprise parce que j'ai voulu entreprendre très rapidement. Donc j'ai fait 1 an de gestion d'entreprise et lorsque j'ai terminé, j'ai passé une capacité pour pouvoir gérer le transport de moins de 3,5 tonnes. Lorsque j'ai eu ces diplômes-là, j'ai commencé à monter ma première structure à l'âge de 23 ans et aujourd'hui, je suis à la tête de 19 sociétés dans le monde, officiellement. Donc je pense que j'ai eu un parcours professionnel rempli de travail et je pense qu'il y a eu un bon niveau scolaire pour que je puisse en arriver là. Merci. Il y a France T, il y a Belgique T. Donc ça d'abord, il y a un beau cannabis au feu. Et Nabandi, Namboka peut-être que voilà, Nabiso, donc Mpakaro, il y a le français, le pototé, on a besoin de comprendre là, ma communauté, le parler. Il intervention dans Liboso, c'est un peu pour répondre Nao et Madame Mantoloba. Personnellement, je ne pense pas que pour diriger l'eau dans mon kili et qu'on mène bien, et ça peut exiger un niveau scolaire moro quelconque. Parce que Belé va diriger mon kili, ça l'a pu m'abé et tanga pu minité, donc réaliser ma combinaison. Donc on est là pour la parenthèse par rapport à la question qu'il y a un moment tout à l'heure. Mais alors, mon tour est parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de renouveau pour faire avancer Mboka. Mais les Loroyo, on a comment on a pas 99. Et ça fait un peu plus de 20 ans, si je ne m'abuse, système scolaire Namboka, du moins au niveau primaire, secondaire, surtout, donc ils ont un peu, il y a malomaté. Alors les Loroyo, projet Nino par rapport à l'éducation, parce que quand on a Mboka, ils ont raté au Koko, quand on a Nzela, je pense que quand on a Mboka, d'abord, on a éduqué le peuple.
Hein. Et aujourd'hui, les lots se demandent à la Chine et comme une grande puissance mondiale, c'est parce que Batou, le gouvernement privilégie d'abord l'éducation et Batou. Et puis, on va faire autant de mort à Tebakenda Libanda, Bazongaki, tant Basisaki, Kolamaro, Kolaki Libanda, pour mettre en pratique Nambo Kanabango, pour permettre le Lombo Kanabango, les Lepo Messika Oyo, Bazali. Alors, on a une question par rapport à un projet politique Nayo, visionner aux années justement sur aspect wana. Est-ce que les alara nettement dans les loges que les bandes bazoya à base aura marché, base aura mis ça là au détriment il y a bateau il y a pas n'amboka parce que bon on a pas qualification T. Voilà un peu. On m'a dit c'est quoi ton projet de société? Tout le monde parle d'infrastructures, faire des routes, faire des immeubles, créer des hôpitaux depuis l'indépendance, n'est-ce pas papa? Aujourd'hui, il ne faut plus rentrer dans la vision de projet de société, mais il faut rentrer dans une nouvelle vision, créer des sociétés. La scolarité, l'éducation est la base. Dans mon programme, on doit arriver à la gratuité de l'éducation. Ça, c'est la responsabilité d'un gouvernement. On a tous grandi en Europe. Il y a l'école publique pour les personnes qui n'ont pas les moyens, pour pouvoir avoir accès à l'éducation, n'est-ce pas? Et il y a l'école privée pour les gens que eux, ils veulent investir dans leur éducation de leurs enfants à un autre niveau. Quand je dis éducation gratuite, beaucoup diront « mais comment tu vas financer ça ?» Et ma réponse sera « parce que mon gouvernement ne va pas voler ». Moi, je veux arriver à un Congo où lorsque tu deviens président du Congo, tous les Congolais connaissent ton salaire. Lorsque tu es ministre, tous les Congolais savent le ministre gagne tant. On veut savoir, comme je dis, hein, une fois président, je pense que je vais décourager beaucoup de personnes dans la politique parce qu'il n'y aura plus rien à voler. C'est l'argent d'un peuple. Mais un peuple, vous leur dites, bon, je vais construire des immeubles. Pardonnez-moi, mais on s'en fout des immeubles. Le peuple, il s'en fout de vos routes, de vos projets à la finalité ne seront jamais réalisés. Le peuple congolais aujourd'hui, on veut manger, on veut être éduqué, on veut être soigné. Dès qu'on arrive déjà à éduquer le peuple congolais, à soigner le peuple congolais, mais dites-moi, c'est là après il va penser à regarder vos immeubles. Les immeubles à Kinshasa, avec des loyers de 2 000, 3 000, 5 000, c'est pour qui ça? C'est pour le Congolais ou c'est pour les expatriés? Est-ce qu'un Congolais, tu viens avec un projet en disant, voilà, mon projet de société, c'est de créer des buildings comme à Dubaï? Celui qui pousse, là, il dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On s'en fout de ton projet de société avec des 20 milliards, 80 milliards. Non, 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 non. Le Congolais, aujourd'hui, on sait ce qu'il a besoin. Le changement du Congo va commencer d'abord par l'éducation, par la santé, et enfin arriver à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la base. Si on arrive à se battre pour ces bases-là, président, pas président, moi je suis là pour le Congo. Avec ou sans politique, on avance. Mais il faut que le Congo avance. Mais pour que le Congo avance, il faut déjà préparer déjà sa prochaine génération. On a une génération tellement jeune, perdue, sans espoir, avec nos aînés à 70 ans, 80 ans, ils sont encore en train d'occuper des fonctions où ils ont pu rater 2-3 générations. Donc, combien de personnes au Congo, à la maison, ils ont des diplômes comme ça? Où est le travail? Or que si il y avait un système où ça... Merci, te féliciter pour tout ce que tu fais. Je suis voisin de Francis, hein, je m'appelle Alain, et je suis camerounais. Mais Francis est un ami, qui est surpris que je sois là aujourd'hui. Et donc je suis venu d'abord te féliciter pour tout ce que tu fais. Je ne doute pas du tout de tes capacités, puisque tu les as prouvées, tu les as démontrées sur le plan économique, sur le plan de tes affaires, sur le plan de tes business, puisque tu en possèdes quelques affaires au Cameroun. Alors ma question, elle est un peu panafricaniste, parce que tu n'es pas sans savoir que l'Afrique est un syndicat de chefs d'État suffisamment de courage pour affronter ces gens-là, ces lobbies européens qui pensent que l'Afrique est leur propriété. Comment peux-tu te démarquer par rapport à cela? Merci. Vous
savez, l'influence européenne. L'Europe est un partenaire. C'est comme dans le business, il y a l'offre et la demande. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'Europe, il ne faut pas dire qu'on a besoin d'Europe, on a besoin de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, ces personnes réagissent envers nous par rapport à la qualité d'interlocuteurs qu'ils ont en face. Moi, je suis arrivé en Belgique, rencontrer des autorités belges. Je ne suis pas venu pour leur demander la permission de travailler pour mon pays. Je ne suis pas venu pour leur demander la permission de servir mon pays. Je suis venu pour leur dire, voilà, je m'appelle Francis Vemba, je représente la nouvelle génération de politiciens africains. Cette nouvelle génération que je représente est ambitieuse, désireuse d'un réel changement. Aujourd'hui, nous vivons l'ère de la mondialisation. On a besoin de l'Europe, on a besoin de l'Asie, on a besoin du Moyen-Orient, on a besoin de tout le monde. Parce que même si on a beaucoup de ressources, on ne va pas les manger. Il faut bien les transformer, il faut bien les vendre. On ne peut pas ni les transformer, ni les vendre au pays. Donc on a toujours besoin d'un échange commercial. Maintenant, nos chefs d'État africains qui veulent rester au pouvoir, c'est une mentalité où il faut changer tout ça. Ou sinon, il ne faut plus appeler nos républiques, mais mettre directement monarchie. Comme ça, il n'y a plus de vote et tout le monde sait que... Au moins, c'est clair. Nous vivons tous dans nos pays, on sait qu'il y a un roi, il meurt, c'est son fils. Comme ça, pas d'élection et peut-être que tout le monde est tranquille. Mais lorsqu'on dit république, démocratie, donc ça veut dire qu'on doit s'attendre à un changement. Et le changement, je pense que si nos politiciens étaient beaucoup plus structurés, ils n'auront pas peur de laisser le pouvoir. Si tout était gouverné dans la transparence et dans la lumière. N'est-ce pas, cher aîné? C'est tout à fait ça. Valérie, il y a quand même une dernière question. De la sanction. Voilà. Qui ne veut pas partir. C'est ça, c'est la sanction qui fait qu'ils ne veulent pas partir. Et la jeunesse. Malheureusement, au pays, il y a une jeunesse qui a été sacrifiée, une génération qui a été sacrifiée. Et j'aimerais savoir si dans votre programme, vous avez prévu quelque chose pour permettre à la jeune diaspora de la Belgique ou de l'Europe ou des États-Unis, par exemple, de pouvoir apporter une plus-value au Congo, notamment en supprimant, par exemple, en permettant la double nationalité, par exemple, pour permettre à ces jeunes de la diaspora d'aller entreprendre au Congo, apporter une plus-value, apporter une valeur pour que les choses puissent également changer dans ce sens-là. Parce que voilà, on sait qu'une jeunesse a été sacrifiée en Afrique, au Congo, et malheureusement, ce ne sera pas eux qui pourront apporter cette plus-value directement. Donc, est-ce que dans votre programme, vous avez prévu cette facilité pour la jeunesse de pouvoir entreprendre en Afrique et apporter cette plus-value tout en permettant cela? De la jeunesse congolaise issue de la diaspora à entreprendre au Congo, n'est-ce pas? Pourquoi parlons-nous de la double nationalité? Savez-vous que vous pouvez venir entreprendre au Congo sans être inquiété? La double nationalité n'a rien à voir avec... Au contraire, il y a là... Je vais prendre un exemple. J'ai des amis issus de la diaspora qui vivent en France, ils sont rentrés au Congo, ils sont installés, et ils avaient des meilleurs salaires, des plus gros salaires, justement parce qu'ils étaient issus de la diaspora. Je vais intervenir? Oui, vous avez répondu à ma question, mais le fait est que, étant donné qu'on a cette double nationalité, parfois, cette double nationalité est mal vue au niveau des autorités congolaises, ce qui fait que parfois, ils ont tendance à élever certaines taxes ou profiter de cette double nationalité pour justement avoir certaines rentrées par rapport aux Congolais qui entreprennent eux sur place. Non. Non, du tout. C'est... Par contre, là, non. Lorsqu'on arrive au Congo, le Congo actuel, hein, disons-nous la vérité, lorsqu'on arrive au Congo, ils ne regardent même pas l'origine de votre passeport, ils regardent le nom. Si tu t'appelles... Comment votre prénom? Gaëtan. Gaëtan et
Gaëtan Bopé, vous arrivez au Congo, vous voulez ouvrir votre société. C'est ouvert rapidement. On ne regarde pas forcément la nationalité en question. Vous pouvez vous comprendre. La difficulté, ce n'est pas de créer de l'emploi au Congo, donc venir créer une société, c'est plutôt comment financer. Lorsque vous dites intégrer la jeunesse congolaise, il faut plutôt me poser la question, est-ce que vous avez envisagé un système, par exemple, de microcrédit ou d'encouragement à l'entrepreneuriat? C'est ça. Entre autres aussi. C'est ça, parce que si on reste seulement sur la nationalité, ça ne veut rien dire. Ça, c'est clair, net et précis, donc ils ne sont pas dessus. Aujourd'hui, un jeune entrepreneur issu de la diaspora qui veut faire quelque chose au Congo, il faut absolument l'aider. Tout entrepreneur a un seul problème. Tout le monde a des idées ici, mais tout le monde est buté par rapport au financement. N'est-ce pas? Et il faut faciliter des microcrédits, donner des financements pour des projets qu'on sait, à travers ce projet-là, on peut créer beaucoup plus d'emplois. Je peux, une dernière fois, justement par rapport à ça, parce que j'ai eu les cas concrets, c'est que je pense, pour aller au guichet unique, pour ouvrir l'entreprise, c'est 80, 100, 800 dollars, 800 francs, quelque chose du genre, 83 francs. Malheureusement, il y a un jeune que je connais qui est parti entreprendre au Congo, et lui, il a dû payer 100 et quelques francs. Donc un peu plus que ce qui est prévu. Ils ont joué sur cette question de double nationalité. Bon, malheureusement, lui, il ne connaissait pas non plus le système. Ça, c'est la corruption. Ce n'est pas... Au Congo, si tu dis, écoutez, moi, je connais cet esprit-là, tu payes et tu attends, tu auras. Certes, tu l'auras beaucoup plus lentement que les autres parce que ça va attendre, vu que les autres... C'est simple. Si tu veux ton document en 24 heures, 48 heures, il faut mettre le prix. C'est la corruption. Mais ils ne regardent pas... Moi, je viens de France, je n'ai jamais la nationalité. Lui, il n'est pas d'ici. Donc, automatiquement, ils vont toujours augmenter le prix, n'est-ce pas, papa? Donc, le Congolais ne regarde même pas ton passeport. Il regarde seulement... non, lui, il ne regarde pas de même. C'est tout. Donc, ce n'est pas forcément porté sur la nationalité. C'est juste que on sait que tu viens de l'Europe, donc on va essayer un peu de gagner notre vie un peu sur toi. Et voilà. Les 11 milliards de dollars qui vont chaque année pèse. Voilà, ça c'est la diaspora. On peut influencer. Aujourd'hui, c'est un message que je veux adresser à tous les Congolais. Mon projet à moi, mon but à moi, c'est pour améliorer mon pays parce que je voyage dans plusieurs pays et ce qui ressort de ce pays, c'est la honte, c'est une mauvaise réputation. Si chaque personne peut d'abord, quand je parle de la majorité et de l'opposition, j'ai dit, est-ce que tous les politiciens du Congo, ils ne peuvent pas mettre leurs intérêts de côté et mettre en avant l'intérêt du Congolais? Ce n'est qu'un petit groupe de deux camps qui se battent pour des intérêts personnels et à travers ce combat-là, ils ne savent pas qu'il y a plus de millions de personnes derrière qui souffrent. Vaut mieux, un conseil que je donne à mes aînés, vaut mieux mettre de côté tous nos différends et se dire, bon, dans les prochaines années, on va se concentrer que sur le Congo. On va se concentrer que sur le développement du Congo, tous ensemble. Parce que le Congo, je dis que le Congo a besoin de tout le monde. Il ne faut pas dire, oh, vous, non. Le jugement, c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour travailler pour le Congo. Donc, mon but, c'est vraiment motiver tout le monde à réaliser que le Congo est arrivé à un point où tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça mon projet. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de vous? Ce qu'ils peuvent attendre de vous, c'est de faire le maximum, partout. Président ou pas président, on a fait tellement de projets qui vont dans le sens de mon programme, comme je l'ai dit, dans l'éducation, dans la santé et dans l'industrialisation des choses, que ça va changer des choses. Président, pas président, le Congo va changer. Comme on dit, aujourd'hui, la population congolaise est arrivée à maturité pour pouvoir comprendre les réels problèmes du Congo. Tout le monde veut un changement. Et quand tout le monde veut un changement, on a toujours dit, hein, la voix du peuple, c'est la voix de... Voilà. Donc laissons Dieu faire les choses et le Congo va changer. Ce n'est qu'une question de temps. C'est le temps. Merci.
Je sais pas. Noël, Nolan. Mais en fait, c'est à moi, c'est mon collègue. Je vais juste là. Noël, Nolan. Mais en fait, c'est à moi, c'est mon collègue. Je vais juste là.